Allez, merci Joël. Du coup, j'étais en train d'enlever mon casque. Bon. Je vais fermer mon téléphone ici. Mais du coup, ça va donner le temps j'imagine, à tous ceux qui veulent venir d'être là. Oui, donc c'est la première fois que je fais un cours à partir d'un cours que j'ai mis en EAD. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ce cours en EAD ou pas? Non. Donc en fait, je pourrais simplement vous balancer sur le cours en EAD. C'était aussi un tout petit peu ça l'idée au mois de mars, quand on a... Je dis si jamais ça continue, qu'il y ait un support qui soit fait, parce que c'était quand même du travail. Mais en fait, non, c'était pas possible parce que j'ai trouvé que le cours que j'avais fait en EAD, il y avait plein de choses à changer. Donc j'ai quand même changé pas mal de choses. Enfin, en gros, l'essentiel, je vous donne la petite feuille de... Faut pas oublier de vous faire signer la feuille d'émergement. Alors, il y a un plan derrière qui est très petit parce que je voulais que ça tienne dans la page. Qui donne le plan général de ce parcours. Qui donc a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai interverti les parties. Ce qui est en B, là, c'était en C, notamment. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait cette modification. Je m'aperçois que j'ai pas photocopié, je le ferai à la pause. Il y avait une page de Derrida que je voulais vous donner. Je ne sais pas si on ira jusque-là d'ailleurs, mais l'idée c'était de faire ça. Alors, donc je vous présente un tout petit peu le sujet, et puis on regardera la bibliographie ensemble, et les formes de validation, et puis le plan général du parcours, d'accord? Dans cette première heure, si on a le temps de faire tout ça. Donc voilà, le pardon, donc pour moi c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé. Je me suis dit, bon allez, je vais le faire encore une fois. Donc c'est la 5e fois que je reviens sur ce thème depuis... donc là, je rentre c'est la 37e année que je fais cours à l'IPT. 37 ans, c'est quand même pas mal. Et donc c'est la 5e fois que je fais quelque chose sur le pardon. Je l'ai fait sous des formes très, très diverses. Une fois en 86, j'avais justement pris la tripartition pardon inconditionnel, pardon conditionnel, pardon nécessaire. J'avais fait cette distinction sémantique entre des types de pardon différents, on va dire. Un pardon inconditionnel qui correspond à la partie A du parcours, pardon inconditionnel. Pardon conditionnel, ce serait la partie B, justement, le juste pardon, le pardon conditionnel. Et la partie C, c'est le pardon nécessaire. C'est le pardon qui fait partie des structures anthropologiques générales, donc, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures. Voilà en gros le parcours de mon plan en 1986. En 1999, c'était un cours que j'ai fait à Lausanne, à la faculté de Lausanne, la faculté protestante de Lausanne, sur le thème « Pardon, histoire, oubli ». Et là, la question, c'était un peu plus le pardon dans l'histoire, le pardon dans les embarras de la mémoire collective, des questions de conflits de mémoire, etc. etc. Ça, c'était donc en 1996. En 2006, j'ai fait un parcours autour de Ricoeur, le pardon chez Ricoeur, parce que c'était un gros paquet. Et c'était juste l'année après la mort de Ricoeur, et je faisais à ce moment-là le maximum de choses autour de Ricoeur. Et puis j'ai fait un cours en 2016, ici, à Montpellier, qui est devenu la base du cours en EAD. Et c'est ce cours-là que je reprends cette fois-ci. Déjà à l'époque, j'espérais en faire un livre. Je ne sais pas, c'est vrai que j'aimerais bien faire un livre à la fin, parce que finalement, maintenant ça ne bouge plus beaucoup. J'ai à peu près, pour moi, fait mon parcours autour du pardon. Je me dis que ce serait bien de le rédiger. J'espère que justement que c'est pas trop empâté par trop de choses dont je veux tenir compte, mais c'est ça le problème quand on veut faire un livre, c'est de plus avoir une ligne assez directe, de vouloir tenir compte de trop de choses, parce qu'on a charrié de plus en plus
de choses. C'est le problème aussi pour les thèses. Quand on fait une thèse qui dure trop longtemps, à la fin, il y a trop de choses. On ne sait même plus comment les mettre en ordre. C'est le problème de Joël en ce moment, j'imagine. C'est le problème des mémoires. Quand on travaille, il y a un tempo, on peut dire, il y a un optimal par rapport à un sujet, du temps qu'on peut y passer, auprès lequel notre intelligence bornée, après, n'arrive plus à traverser le sujet. Mais c'est bien aussi. C'est partie de ces moments un peu où on est un peu perdu. Pour moi, ça fait partie vraiment de la recherche. Alors, la première chose que j'ai fait sur le pardon, c'était en 1991, un numéro de la revue Autrement, que j'ai dirigé, que j'ai, avec d'ailleurs des textes que je vois Jacques Ellul, Julia Kristeva, Pierre Legendre, François Smith, qui était ma collègue, Armand Abécassis, Jean Baudrillard, Stanislas Breton, etc., des gens très, très divers. Et bon, j'en parlerai un petit peu. Bon. Et quand j'ai voulu faire ce numéro, quand les éditions Autrement m'ont chargé de faire ce numéro, c'était très compliqué parce que la plupart des gens me répondaient un non. Les gens que je connaissais, par exemple, j'avais demandé à Régis Debray, qui m'a dit c'est complètement encore en dehors de mon écosystème. Ce qui est complètement faux, parce que non, c'est pas vrai, c'était un peu ridicule. Mais le sentiment que j'avais, c'était que soit c'était trop lié à un thème religieux, on est une société de culture catholique quand même, et le pardon c'est forcément un truc religieux, qui a à voir avec la rédemption, la rémission, le péché, tout ça. Bon. Et donc c'est pour ça qu'ils disent c'est pas mon écosystème, quoi. Bon. Soit c'était un petit peu lié à des questions délicates autour de la Shoah, parce que justement, il y avait quelques penseurs juifs, notamment Yankelevitch, Vladimir Yankelevitch, dont j'ai suivi des cours à la Sorbonne dans les années 70, et c'est un penseur extraordinaire. Il y avait une espèce de grande mèche qui tombait devant lui, sur ses yeux, et qui le jetait en arrière de temps en temps. Il a fait des choses extraordinaires sur la musique, sur Debussy, sur Fauré, sur Ravel. C'est un philosophe de la musique. C'est aussi un philosophe de la morale. Il a écrit des choses sur la morale extrêmement délicates, extrêmement fines. Et puis sur le pardon, c'est un des premiers philosophes, je dirais, à avoir rencontré philosophiquement le thème du pardon. Et donc, autour de la Shoah, les gens ont peur de rentrer en débat, parce que du coup, tout de suite, il y a beaucoup d'émotions qui est liées à ça. Et on va dire, vous allez voir, et c'est pour ça que je les ai mis en premier, sur le premier des 12 chapitres que j'ai mis, s'intitule « Impossible pardon », et c'est, je dirais, un paquet d'auteurs juifs, Yankelevitch, Lévinas, Derrida, avec l'idée qu'il y a de l'impardonnable, et comment est-ce qu'on fait avec l'imprescriptif et l'impardonnable, et quel rapport le pardon avec la justice, etc. Bon, il faut d'abord que la justice soit ça. Mais il y a une sorte de méfiance à l'égard du pardon, qui serait un peu une notion chrétienne trop facile. Alors, en gros, c'est ça l'ambiance générale. Et cette pensée juive, elle a une grande prégnance. Elle avait, au moment où par exemple, je faisais ce volume, la directrice de la collection, qui s'appelle Nicole Tchaikovsky, c'est justement une intellectuelle juive extrêmement sympathique, mais avec laquelle j'ai eu tout le temps des débats sur tous les sujets. Je me rappelle très bien qu'au moment de l'affaire de Georgina Dufoy, par exemple, c'était à peu près les mêmes années, elle a été scandalisée du mot de Georgina Dufoy, responsable mais pas coupable. Elle était absolument scandalisée. Et moi, je soutenais, je trouvais que c'était au contraire très intelligent philosophiquement, qu'il faut distinguer les différents types de responsabilités. Georgina Dufoy a eu une réponse politique. Il faut distinguer les culpabilités individuelles et les responsabilités. Elle dit oui, je suis responsable, je ne suis pas coupable. Et c'était une idée vraiment importante. Bon, voilà. Donc, ça faisait partie un peu de la difficulté. Et est-ce que le pardon, est-ce que c'est seulement une notion chrétienne ? Bien sûr que non. Ça existe dans la Bible hébraïque, ça existe en islam, ça existe partout. C'est pas du tout. Est-ce que c'est... Alors, il y avait aussi des gestes comme Willy Brandt qui va se mettre à genoux devant le mémorial du ghetto de Varsovie en 1970. Donc là, mais il inaugure quelque chose qu'on va retrouver et qui va être extrêmement pratiqué. Alors, Chirac fait la même chose, vous le rappelez, à Drancy, etc. Bon. Mais le pape Jean-Paul II
a une pratique on va dire, pratiquement une politique du repentir sur plein de sujets. Jean-Paul II, etc. Je fais à ce moment-là, d'ailleurs, dans la Croix, un petit papier méchant en disant c'est une manière de se donner de l'importance quand on n'en a plus d'autres, de se reprocher des grosses choses du passé. On peut dire, voilà, si on est des protestants, par exemple, c'est nous les responsables du capitalisme, mais c'est nous aussi les responsables du communisme. Regardez Genève, la ville totalitaire, on est vachement important. Dans le malheur, dans le mal, on a fait beaucoup de mal, donc on est très important. Ouais, c'est un petit peu excessif. Voilà, donc il y a des politiques du repentir et des politiques du pardon. Chirac, Willy Brandt, Jean-Paul II, etc. J'étais à plusieurs jurys de thèse sur le pardon à la Sorbonne, justement, travaillant uniquement sur les stratégies de Jean-Paul II à travers ces politiques du repentir. Alors, mon idée générale, c'est que, vraiment, je vous donne ce qui a été vraiment mon apport, si je peux dire, mon petit apport dans ces débats qui ont duré, qui durent, mais qui ont beaucoup marqué les années 80-90, début des années 2000, c'est le pardon, ce n'est pas uniquement des stratégies, ce n'est pas des basses manœuvres, mais ce n'est pas non plus uniquement quelque chose de sublime, une parole qui est impossible, en quelque sorte, qui arrive, hein, c'est ce que dit Jacques Derrida dans son texte sur le pardon, là, que vous avez dans ce petit volume Foi et Savoir, dans lequel il dit, en gros, il n'y a de pardon que de l'impardonnable. Donc c'est vraiment une parole absolument incroyable, exceptionnelle. Voilà. Non, le pardon, c'est pour moi un élément du langage le plus ordinaire. Comme on dit oui, comme on dit non, eh bien on dit merci et on dit pardon, si vous voulez. C'est partie du vocabulaire ordinaire. Et donc c'est un des premiers mots qu'on rencontre. Et bien sûr, on peut pragmatiquement l'utiliser pour dire poussez-vous, pardon. Ouais, donc il y a plein d'usages du mot pardon, même au niveau ordinaire. Et ça, c'est ça qui m'intéresse dans ce mot, c'est que c'est un mot extrêmement polysémique, mais très quotidien. Et tout mon travail, un peu dans le sillage d'un auteur anglais qui s'appelle Austin, que vous avez dans la bibliographie, qui a écrit un livre important qui s'appelle intitulé Quand dire, c'est faire. Mon propos, c'était justement, mon souci, c'était de ramener dans le langage ordinaire un mot qui est devenu un mot trop important, un mot qui fait l'important et qui en fait est un mot ordinaire. Il faut le ramener d'abord dans l'ordinaire, sans oublier quand même que ça existe des situations limites dans lesquelles il a une signification excessive, on va dire. Et puis, bien sûr, à cette occasion-là, on va rencontrer des auteurs importants. Récemment, justement, Ricard Derrida, Arendt, qui a fait tout le chapitre sur le pardon qui est très important, et puis Austin, mais après on peut remonter, hein, je remonte dans la biographie jusqu'au tragique grec, etc. Donc, voilà. Alors en même temps, il y a régulièrement des choses qui viennent relancer la question du pardon, pour laquelle, par exemple, on m'interroge, je me rappelle qu'au moment de Charlie Hebdo, la couverture de l'hebdomadaire, au lendemain des attentats de janvier 2015, je ne sais pas si vous avez oublié, c'est « Tout est pardonné ». Ça montre que le pardon peut être une parole agressive. C'est pas du tout... mais bon, c'est une parole de rupture, c'est une rupture. Et aussi le mari de la femme tuée au Bataclan qui a dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Hein, c'est des paroles très fortes. Vous voyez, bon, ça relance régulièrement. Et l'an dernier, par exemple, là, au printemps, juste avant le confinement, j'étais au Théâtre Antoine il y avait un acteur qui avait refait Les Fleurs du Soleil, qui était un roman d'un auteur juif, qui met en scène un prisonnier qui sont tous en train d'y passer, c'est autre. Mais dans le même camp, il y a un hôpital militaire et il y a un officier SS qui est en train de mourir, et plein de bandages partout, il a été brûlé, Et on l'appelle au chevet, une infirmière discrètement l'amène au chevet de cet officier SS qui veut absolument raconter à un juif l'horreur qu'il a vu faire et qu'il a faite de détruire un village quelque part en Russie, toute une communauté juive, etc. Et il veut le raconter. Et il demande le pardon. Et il est vraiment à l'agonie. Et l'autre ne dit rien, il chasse une mouche comme ça, puis il s'en va. Et il retourne avec ses camarades et dit « Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?» Et les camarades
les camarades dans le camp prisonnier ont des réponses différentes. C'est tout à fait extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Un jeu, c'est pas une pièce, après, c'est un récit. Et Wiesenthal écrit ça et il envoie à un certain nombre d'interlocuteurs contemporains, des intellectuels, hein, pour dire, et vous, qu'est-ce que vous diriez à cette place-là? Donc on continue le débat, en quelque sorte. Bon. Donc j'ai participé à ce volume de Wiesenthal il y a 30 ans. Et donc, au Théâtre Antoine, on reprend ce truc-là pour aujourd'hui. L'acteur en question, c'est Thierry Lhermitte. Donc, il est assez connu. Super sympa. Je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais rien vu dessus. Donc, après, on a été dîner, c'était sympa. Mais alors, donc, on voit que c'est des questions extrêmement actuelles, en fait, en ce sens-là. Alors que, je peux vous dire, en 91, quand j'ai commencé, vraiment, visiblement, c'était vraiment une question pas du tout actuelle. Ouais. Sauf Jean Kelevitch qui... Alors, oui. Ça s'appelle comment la pièce? Les Fleurs du Soleil. C'est pas une pièce, hein, c'est un roman que vous trouverez chez Albin Michel, Les Fleurs du Soleil. Alors, ce dont on s'aperçoit très vite avec l'idée du pardon, vous le voyez, c'est qu'on ne sait pas si on parle de la même chose. Ah, il y a beaucoup de... Je vais mettre mon truc. On ne sait pas si on parle de la même chose. Donc, finalement, c'est extrêmement dangereux parce que c'est peut-être le lieu du plus grand différent, avec un D. C'est-à-dire, en fait, un désaccord, c'est on est en désaccord, mais en principe, on sait sur quoi on est en désaccord. Un différent, c'est on est en conflit, on est en désaccord, mais on ne sait même pas formuler, on ne peut pas formuler de la même manière le désaccord. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Philosophie du langage, enfin, morale et politique aussi. Donc, d'une part, on ne sait pas si on parle de la même chose, et deuxièmement, on ne sait pas si on fait ce qu'on dit. Il y a un écart entre ce que l'on croit et ce que l'on fait, ou ce que l'on affiche et ce que l'on pratique. Bon. Pas toujours, mais il peut y avoir cet écart, et ça complique aussi le sujet. Donc, il y a beaucoup d'équivoques. Premièrement, quand on parle du pardon, le mot est lui-même extrêmement ambivalent. Est-ce que c'est le pardon que l'on demande ou est-ce que c'est le pardon que l'on accorde? C'est pas du tout la même chose, bien sûr. Le pardon demandé, le pardon accordé, c'est pas du tout la même situation, la même posture. Et on peut demander le pardon sans l'obtenir, mais on peut aussi accorder son pardon à quelqu'un qui ne le reçoit pas, qui n'a rien à en battre. C'est un point aussi très important. Donc ça fait déjà 4 postures différentes, vous voyez. Celui qui demande le pardon, celui qui accorde le pardon, celui qui demande le pardon mais à qui le pardon est refusé, et celui qui accorde le pardon et dont le pardon est voilà, rejeté. Ensuite, il y a un pardon qui est nécessaire pour la guérison. Souvent, on parle du pardon comme guérison. Et souvent, dans les milieux chrétiens aujourd'hui, le pardon a à voir avec la guérison. Donc c'est vraiment presque une question de santé. Et donc, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de survie. Vous voyez, c'est de survie psychique, de survie voilà, de guérison. Ou parfois, le pardon est nécessaire pour rétablir la paix sociale. On a besoin du pardon pour refaire une paix sociale, recoudre le tissu social. Une paix publique. Bon. Donc, est-ce qu'on peut dire que toutes les questions, tous les termes autour du pardon sont transposables du niveau de l'individu au niveau de la société? Pas sûr. C'est pas pareil. Enfin, on va y venir, vous allez voir, il y a des grandes différences. Notamment, qui demande pardon et qui accorde pardon dans le cas de la société. Qui est habilité à. Et puis, il y a un pardon, je m'incruste un petit peu dans ces questions de mémoire et d'oubli, et je dirais des échecs de la mémoire et de l'oubli. Pour dire, il y a un pardon qui fait face à l'amnésie, et un pardon qui fait face au ressentiment. C'est pas pareil, l'amnésie et le ressentiment. Le ressentiment, c'est qu'on n'arrive pas à sortir du ressentiment du malheur, du traumatisme, qui est toujours là, qui n'est pas fini.
que tout rouvre sans cesse. L'amnésie, c'est au contraire, le malheur est tel que, amnésie, on l'a oublié, on le refoule, on ne veut plus y penser, il a disparu des écrans. C'est pas du tout pareil. Et donc, dans un cas, le pardon doit nous délivrer du ressassement infini, du ressentiment infini. De l'autre côté, le pardon doit nous délivrer, au contraire, doit rompre avec le silence, avec le refoulement et avec l'amnésie, en fait. Ça, c'était la problématique de base du volume sur le pardon de 91 que j'avais intitulé « Briser la dette et l'oubli ». À la fois, il faut briser la dette, c'est-à-dire l'endettement infini, la vengeance, enfin, le ressentiment, et briser l'amnésie. Ça voulait dire donc que le pardon, je mettais en avant dans ce volume une pragmatique du pardon dans laquelle le pardon est une parole de rupture. Ce n'est pas une parole d'apaisement, c'est d'abord une rupture avec quelque chose. C'est une parole qui a un effet de rupture, de décrochage de quelque chose. Et puis, donc j'y faisais allusion tout à l'heure, il y a une différence d'intensité entre le pardon quotidien, l'ordinaire du pardon, et puis l'exception du pardon très grave, sur des choses trop graves, quoi, dans des contextes de l'impardonnable, justement. Il y a un pardon conditionnel, pragmatique, praticable dans certaines circonstances, qui présuppose un certain nombre de conditions. Ça, j'avais beaucoup travaillé dans ce volume-là, et dans 2 ou 3 autres articles, dans lesquels, par exemple, qu'est-ce que j'avais noté ? Par exemple, peut-on pardonner à celui qui ne reconnaît pas le mal qu'il a fait ? Ça, c'est la question de base de Vladimir Yankelevitch. Nous a-t-on demandé pardon ? Nous a-t-on demandé pardon ? Comment parler de pardon alors que personne n'avait rien demandé, n'a jamais demandé pardon ? Donc voilà, ça montre qu'il est là sur le plan de la morale, de la philosophie morale, et pas sur le plan de la guérison. Oui, il ne parle pas tout à fait de la même chose. Faut-il que celui qui énonce le pardon ait été la victime ? Seul peut pardonner celui qui est victime. On ne peut pas pardonner à la place d'une victime. Faut-il que celui qui demande le pardon soit celui qui soit le coupable ? Ça, c'est des questions justement de type collective, c'est très important. Qui demande pardon ? Qu'est-ce qui habilite Willy Brandt, qui a été justement un des rares Allemands à avoir été dans la résistance, etc., à demander pardon ? Mais justement, il peut demander pardon parce que politiquement, il se déplace, parce qu'il est justement très conscient de cette chose-là. Et vous voyez, ça, c'est des points très importants. Peut-on se pardonner à soi-même ? Peut-on dire que tout le monde est coupable ? Tous coupables ? Peut-on, pour prendre une formule de Jésus, peut-on savoir ce que l'on fait ? Etc. Bon, il y en a d'autres, hein, c'est quelques-unes de ces questions, on va dire, pratiques qui rendent les conditions du pardon parfois embarrassantes. Et donc, entre ce pardon conditionnel et le pardon inconditionnel dont parle Derrida, le pardon dont parle l'Évangile, quelque part, là, de ce point de vue-là, ces auteurs juifs sont plus proches de l'Évangile, en fait, hein, ou de Dostoïevski. Dostoïevski a influencé tout le monde. Hein. C'est pour ça que je l'ai mis finalement dans la bibliographie, parce que je me suis dit, Dostoïevski, Tolstoï d'ailleurs, Dostoïevski, c'est vraiment cette pensée, cette école russe, elle est vraiment très importante. Là, c'est vraiment, je dirais, la dernière grande strate, peut-être la dernière grande strate, je dirais, d'un imaginaire profondément chrétien, qui a impulsé, qui a touché la civilisation européenne et mondiale. Voilà, alors, je vais bientôt terminer cette présentation générale du thème, mais je vais encore dire 2 ou 3 choses. D'abord, vous voyez, donc, on a beaucoup à apprendre sur les échecs du pardon. Pourquoi est-ce qu'un pardon échoue ? Ce qui m'intéresse, c'est pas le succès, c'est l'échec. Si vous voulez, un peu comme, justement, Austin, dans Quand dire c'est faire, montre qu'il y a des énoncés qui, dans certaines conditions, marchent, ils sont compris, ils sont juste compris. Marche, ça veut dire qu'ils sont compris. Et dans d'autres, et puis parfois ça ne marche pas. Non.
pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Les échecs de la communication sont importants pour comprendre les conditions de la communication. Je dirais, les échecs du pardon sont importants pour comprendre les conditions du pardon, et comment ça marche. Je dirais ça d'ailleurs en général sur tous les sujets éthiques. Sur tous les sujets éthiques, on a toujours intérêt à aller voir aussi le côté obscur des choses. Oui, c'est très très bien je sais pas moi, la fidélité, oui, mais alors l'infidélité, le parjure, la trahison. C'est important de penser la trahison. Qu'est-ce que c'est? Pour penser la fidélité, il faut aussi penser la trahison. Donc, par exemple, pour penser le courage, il faut penser la lâcheté, il faut penser... Vous voyez, il ne faut pas les séparer, il faut penser les choses avec leurs échecs et leurs... Voilà, donc le plan sur lequel que j'ai proposé, justement, les échecs, c'est aussi dû au fait qu'on s'attend à quelque chose et on trouve autre chose. Et donc, il faut déjà régler un petit peu les usages sémantiques du terme. Et donc, en gros, c'est pour ça que j'ai fait ces trois grandes catégories. Un pardon inconditionnel, presque impossible, qui désigne vraiment là le côté théologique, en tout cas j'ai mis le théologique, d'ailleurs, ce pardon, on va dire, en excès, au sens presque théologique du mot aussi, excès, mais quelque chose qui nous excède, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose. Que faites-vous d'extraordinaire, demande Jésus. C'est quand même une... Voilà, il faut penser, c'est quoi l'extraordinaire et qui n'est pas, je vais le dire tout de suite, qui n'est pas éthique, qui est supra-éthique. Bon. Et un pardon nécessaire et universel, qui est vraiment d'ordre anthropologique. Alors là, il y a plusieurs niveaux d'anthropologie. Il y a un niveau de l'anthropologie du psychisme, l'anthropologie au sens psychanalytique, par exemple, ou plus généralement psychologique au sens psychiatrique, au sens très large, qui a en fait les troubles de la mémoire et de l'oubli, le ressentiment, l'amnésie, tout ça, bon, et la guérison par rapport à ça. Mais l'anthropologie aussi, c'est l'anthropologie des échanges humains. Le pardon fait partie, comme le don, de la structure des échanges. On a besoin, en gros, je vous le dis très rapidement, nous échangeons des biens, mais de la même manière que nous échangeons des biens, nous pouvons échanger des mots, échanger des morts. On peut échanger, par exemple, entre guillemets, excusez-moi, toute l'anthropologie structurale est basée là-dessus, on peut échanger des femmes entre des lignées, etc. Mais on peut aussi échanger des morts. Vous nous avez donné un mort, on va vous donner un mort. Et bon, c'est le cycle de la vente d'État, le cycle, vous pouvez lire Ismaïl Kadare sur l'Albanie, enfin bon, vous voyez, voilà, la vengeance, la structure de la vengeance. Le pardon a à voir avec la vengeance. On ne peut pas séparer le pardon de la vengeance, anthropologiquement. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour maintenir la possibilité d'un échange de biens tout en interrompant ou en rompant avec l'échange des morts, des mots, des violences. C'est là que le pardon est une condition anthropologique des échanges. Entre autres, il y a plusieurs autres choses, mais voilà, c'est un point essentiel. Et puis, entre les deux, un pardon conditionnel, je disais pragmatique, le pardon ordinaire du registre proprement éthique. Le registre universel, anthropologique, il est infra-éthique. C'est pas une question de morale, on le fait quoi. Et j'ai tenté de résister, comme vous voyez dans ce que je disais, à l'écrasement du registre spécifiquement éthique entre le registre infra-éthique du pardon nécessaire, anthropologique, et le registre supra-éthique du pardon, de l'impardonnable, du pardon inconditionnel, du pardon agapé, si je puis dire. Mais en fait, tous ces usages, ils sont sans cesse, en plus, mêlés. Il y a des courts-circuits, mais aussi il y a des circuits, ça bouge, ça... Voilà. Et puis la quatrième partie porte justement comment est-ce qu'on embarque toutes ces questions-là dans les remous de l'histoire de l'oubli, des collectifs, des malheurs et des crimes collectifs, avec le problème des changements de génération. Je vous donne tout de suite la question, c'est les enfants des coupables ne sont pas coupables, alors que les enfants des victimes souvent sont victimes. Parce que une grave victimité a des effets sur plusieurs générations. Alors qu'on ne peut pas faire porter la culpabilité, enfin,
Ça peut devenir, attention, ça peut devenir une politique de ah, moi je suis d'une autre génération, je n'ai rien à voir, etc. Alors qu'on est assis sur le. C'est le problème des survivants. Le pardon touche le problème des survivants. Je vais vous donner une petite parabole. Imaginez maintenant que cette épidémie de Covid donne à une société un peu folle, un peu totalitaire, l'idée de balancer réellement une épidémie volontaire dont on se garderait. On aurait trouvé la parade, mais on garde la parade et on sait qu'il va falloir plusieurs mois pour trouver la parade, ou plusieurs années, et que donc entre-temps, la moitié de l'humanité sera morte. Bon, c'est une petite fiction bien sûr, mais les survivants de ce genre de choses, même s'ils n'ont pas décidé ça, eh bien, ils vont porter une grande culpabilité, forcément. Les survivants sont forcément quelque part des coupables. Et donc, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a une psychologie du survivant, qui est une psychologie qui est aussi entre une culpabilité qui les enfonce jusqu'au suicide, comme Primo Levi qui se suicide, soit au contraire une psychologie du vainqueur, du je le mérite, moi j'ai été élu, je suis l'élu du Seigneur, je suis le survivant, et donc je le mérite. Et c'est terrible aussi. Donc, si on peut faire éviter ce genre de situation, c'est important, mais de toute façon il faut les penser. Donc voilà, ça c'est le problème des décalages de génération, ça touche, c'est une grosse question. Sur ce thème, on a beaucoup de ressources non philosophiques, j'ai mis des philosophes, mais il y a des ressources non philosophiques, et notamment, pour nous, il y a des ressources bibliques qui sont importantes, dont j'ai fait très peu état ici. Il y a dans des textes anciens une figure du pardon qui est l'indulgence pour la première faute. La première fois, et ça on retrouve ça aussi dans le code d'Hammurabi, enfin c'est mésopotamien en général, c'est-à-dire en fait, la première fois qu'on fait une faute, même une chose de grave, il y a une sorte pas d'innocence, mais on ne savait pas. Mais après la deuxième fois, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. D'accord ? Donc il y a une différence entre la première fois et la deuxième fois, très grave. C'est ça, savoir. Voilà, indulgence pour la première faute, et ça existe aussi en justice. Vous voyez, le pardon, en ce sens-là, est une tête chercheuse de la justice. Il y a des choses qui étaient autrefois dans les sociétés archaïques de l'ordre du pardon et qui ont été intégrées aux règles des échanges et de la rétribution et donc de la punition, mais aux règles juridiques. Justement, l'indulgence pour la première faute. Les circonstances atténuantes, etc. Deuxième figure biblique très importante, l'apaisement de la colère. Et notamment l'apaisement de la colère de Dieu. Ça aussi, c'est une forme de pardon. On en parlera, c'est, je crois, un point vraiment absolument central dans le texte biblique. Comment est-ce qu'on apaise la colère de Dieu, qui est une colère juste. Et donc, comment le pardon vient travailler la justice sur ses bords, sur son bord. Là où la justice peut, elle, à son tour, faire des choses irréparables, rajouter au mal. Donc, troisième figure, le pardon comme déliaison de la rétribution. On arrête la logique de la rétribution, de la punition, on démantèle la logique punitive, la logique pénale. Le monde est pris dans une logique pénale. Et ça, c'est un point dans lequel c'est des débats très actuels. Je suis en train de lire un ami qui vient de faire un texte magnifique sur les communautés pentecôtistes, sur les assemblées pentecôtistes. C'est passionnant, et ce qui se passe là, et c'est des choses absolument passionnantes. Mais justement, une des choses avec lesquelles il me semble que nous sommes, je ne sais pas qui c'est nous, parce que on est tous des humains, et en désaccord, c'est justement l'idée que la bénédiction matérielle, c'est aussi la bénédiction de Dieu, et que le malheur, c'est un peu notre faute. Il faut qu'on s'en sorte. Et que donc, quelque part, là-dedans, il peut y avoir très vite un mépris des malheureux, quoi. En même temps, il y a là-dedans un noyau de foi qu'il ne faut pas lâcher. J'ai beaucoup aimé l'icône de Francesca, ta fille, là, sur son WhatsApp. Je peux le dire à tout le monde ? Oui, oui. C'est très, très joli. Donc sur WhatsApp, on met chacun des trucs pour se
se présenter. Il y a des images, etc. Tout simplement, parfois juste un visage. Alors, la fille de Joël, qui a eu une très bonne note, c'est pour ça que je lui mettais un petit mot de félicitation, sur son index WhatsApp, c'est que cette journée soit pour toi une journée de victoire au nom de Jésus. Et je me suis dit, mais c'est génial, parce qu'en fait, voilà, c'est l'idée je peux. Jésus me donne le pouvoir de. Jésus me donne le pouvoir. Nous, on est quand même un petit peu, à la fin, dans une culture un tout petit peu trop luthéranisée au sens théologique, dans laquelle, de toute façon, nous, on ne peut rien, et finalement, donc, on tire très vite l'échelle. Et je pense que c'est très important d'entendre la prédication théologique qu'il y a là-dedans, et qui est non, tu peux. Tu peux, au nom de Jésus. Tu peux avec Jésus. Jésus te dit tu peux. Il dit tu peux. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? On va y venir beaucoup. Hein. Il va dire tu peux pardonner. Hein, c'est pas le roi qui va te pardonner et après tu vas être autorisé à pardonner. Non, toi, tu peux pardonner directement. Hein, c'est toi qui vas. Donc ce tu peux me semble très, très important. Donc voilà, il y a ça, mais ça je vais développer beaucoup parce que ça c'est une des grandes découvertes de Hannah Arendt, qui n'est pas du tout une théologienne chrétienne, mais une protestante, mais qui montre ça sur les paroles de Jésus. Je dirais aussi qu'il y a dans la tradition chrétienne un pardon qui est simplement un grand moment de la liturgie communautaire. La confession des péchés et l'annonce du pardon. Alors là, il y a une dimension communautaire qui est très très forte dans la liturgie protestante. Bon. Parfois, je trouve qu'elle est trop forte. Mais je la prends chorégraphiquement. C'est important qu'on sache se jeter à genoux, si je puis dire. Et c'est important qu'on sache qu'on accepte d'être relevé. Voilà, c'est pour ça que je dis, une chorégraphie. La liturgie, là, est une chorégraphie communautaire, etc. Alors, après, il y a d'autres sources. J'ai mis les tragiques grecs, l'Orestie d'Échille, par exemple, avec justement cette conversion des puissances de la vengeance en puissance de la bienveillance. Comment est-ce que les divinités de la vengeance vont devenir des divinités bienveillantes? C'est une énorme question. Et c'est au cœur, c'est le noyau de la tragédie grecque. Si vous voulez. Donc ça, je vous recommande la relecture de l'Orestie d'Échille. Et puis Shakespeare, je n'ai pas mis Shakespeare dans la bibliographie, mais Shakespeare, il est tout le temps dans le passage du tragique au comique. Et le passage du tragique au comique, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est l'exploration de tous les chemins par lesquels on rebascule du tragique vers le comique. Mais le tragicomique, c'est pas juste du comique, c'est du comique qui a traversé le tragique. Donc ça, c'est un point, je crois, très important. Pour terminer, je dirais que la difficulté de ce thème, c'est qu'on le rencontre avec des expériences personnelles. Quand je parle du pardon, je ne sais pas. Vos expériences, vos idées aussi, bien sûr. Il y a des opinions, mais c'est plus que des opinions. Parfois, c'est justement des expériences. Et le pardon touche beaucoup à des questions, presque d'identité personnelle. Parfois, le pardon menace l'identité. Si je pardonne, si je demande pardon ou si je pardonne, je perds mon identité. Parce que mon identité a été construite sur un mal qui n'est pas passé. Et donc si je pardonne, je perds mon identité. C'est trop grave. Je ne peux pas pardonner sans perdre mon identité. Vous voyez, ça peut toucher des choses comme ça. Ou au contraire, parfois, le pardon fonde l'identité d'un homme, en guillemets, un homme nouveau. Donc vraiment, c'est des choses très, très, très personnelles, très fortes. Bon. Certains affichent le pardon comme une valeur. Bon, en fait, ils n'ont jamais pardonné à personne. D'autres disent c'est pas mon écosystème, mais probablement ils ont traversé ce bouleversement après lequel personne n'est pareil, ni l'offenseur ni l'offensé. Justement, le propre du pardon, c'est que, enfin, de la pragmatique du pardon, me semble-t-il, c'est que justement, quand le pardon s'effectue, presque simultanément aux paroles qui sont en train de s'échanger, qui peuvent être sur des riens, bon, la mémoire change. On ne sait plus qui, on ne sait plus tout à fait qui. Ça brouille
ça brouille les rôles. Il y a plus des, ça ébranle la répartition des rôles, on va dire. C'est pas qu'on échange complètement les rôles, mais il y a une sorte d'hospitalité mutuelle des mémoires, ou de déplacement des mémoires, qui fait un bouger, en fait, dans tout ça. Et puis même, on disait que le pardon, on ne peut pas se pardonner à soi-même, donc on a affaire à autre que soi, c'est oublié. Mais on peut, le pardon à soi-même, qui est un sujet extrêmement difficile, on pourrait d'abord dire pragmatiquement que non, on ne peut pas, on n'y arrive pas à se pardonner à soi-même, pour une raison très simple, dit Hannah Arendt, c'est qu'on ne peut pas se voir soi-même autrement. Mais, en même temps, ouais, il y a bien quelque chose comme se rencontrer soi-même comme un autre, comme dirait Bernanos, comme n'importe quel autre. Pas comme un grand autre avec un grand A, mais voilà, se traiter soi-même comme un autre. Et parvenir à se traiter soi-même comme un autre, c'est là aussi une démarche essentielle du pardon. Oui, ça touche beaucoup de choses quand même. Bon, j'arrête parce que c'est interminable. J'ai encore des choses qu'on pourrait dire. Le pardon qui délivre du poids du passé, au contraire, le pardon qui donne à quelqu'un le courage de réparer. Alors qu'on est dans une société où on jette, on ne pardonne pas, mais ça veut dire aussi qu'on ne répare rien, qu'on considère que les choses ne sont pas réparables. Dès que quelque chose est un peu abîmé, on jette. On ne fait pas le travail de réparation. Et moi, c'est des choses... Voilà, dans tout ça, chacun va trouver, ou peut trouver ses propres impasses, ses propres embarras, ses propres itinéraires, ses propres chemins. Vous voyez, ma démarche philosophique est toujours la même. C'est l'idée que ces différents sens du pardon répondent à des questions différentes. Donc le mot pardon prend des significations différentes parce qu'il répond à des questions différentes. Il faut commencer par analyser la question implicite. De quoi est-il question ? Et puis nous savons aussi que chaque solution, que chaque usage soulève des nouveaux problèmes. Voilà, ça c'est un geste philosophique pour moi auquel ils ne répondent pas, qui reste embarrassant. Donc voilà, c'est ça que je vais pratiquer. En gros, sur le pardon, c'est un peu la même démarche que la démarche qu'on trouve chez Pierre Bayle à propos de Dieu, quand il dit ah mais Dieu... en gros, l'idée c'est ah, c'est ça que vous appelez Dieu. Et on découvre ah, mais c'est ça, ah, mais moi, on ne parlait pas de la même chose. Pour moi, c'est pas du tout ça. Et donc, c'est très important de ne pas trop vite croire qu'on parle de la même chose, en général, sur plein de sujets. Donc, il faut savoir, et quand même, il faut quand même continuer à parler, parce que cette idée qu'on ne parle jamais de la même chose, ça pourrait nous ramener tous, nous renvoyer tous au silence, en disant, à quoi bon parler, de toute façon, ça ne sert à rien, on ne parle pas de la même chose. Non, quand même, on parle quand même un peu des mêmes choses, mais il faut travailler, il faut faire travailler ce dont on parle. Voilà, bon, n'hésitez pas à m'interrompre, là j'ai fait déjà un gros volume verbal, là. C'est un parcours très rapide de ce qu'on va faire. Alors, attendez, il est quelle heure ? Oui, il nous reste quelques minutes, puisqu'on peut reprendre un tout petit peu en détail le plan du parcours. Je l'ai quand même bien présenté, mais je veux regarder plus en détail. Donc, on commence par le pardon inconditionnel, que j'ai appelé l'excès du pardon, ou les théologiques du pardon, avec un premier chapitre sur ces 3-4 penseurs juifs, qui ne sont pas réductibles à leur judaïté. Derrida n'est pas qu'un juif, c'est un philosophe tout court. Lévinas, pareil, Jan Kedevitch, pareil. Mais il se trouve que... voilà. Et toute la question là, ça va être, est-ce que c'est une question judéo-chrétienne ? Et juive ou chrétienne, pour moi, ce n'est pas la même chose. Le trait d'union met ensemble des choses qui ne sont pas... Le trait d'union marque un différent. Quand on parle du pardon, entre juifs et chrétiens, on ne parle pas de la même chose. Ça, c'est un point très important qu'il va falloir travailler un petit peu. Deuxième chapitre, la bonté évangélique.
Alors là, j'ai annoncé ça comme si je le faisais, on fait tout ça aujourd'hui. Ça va être un petit peu beaucoup, mais ça, je savais que ce serait un peu beaucoup de faire en même temps l'introduction et tout. Mais... Et des parties qui vont être beaucoup plus rapides. Deuxième chapitre, justement, je vais plutôt développer le moment vraiment proprement chrétien. Avec Bonhoeffer, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Bon, mais voilà, l'évangile. Troisième partie, je terminerai cette première en partant de Ricoeur, qui a été très impressionné par Derrida, et je me suis beaucoup disputé avec Ricoeur sur ces questions, parce que c'était un peu moi qui lui ai apporté ce thème du pardon, et je trouvais qu'il accordait trop à l'idée de cette asymétrie totale, de cette asymétrie qui rend le pardon, je dirais, forcément inconditionnel. Il ne faut surtout pas rentrer dans... Le pardon n'est pas conditionnel, le pardon, il est asymétrique. Mais en fait, quand même, Ricoeur, dans toute la fin de La mémoire de l'histoire de l'oubli, fait une sorte, ce qu'il appelle l'Odyssée du pardon. Il y a 50, 80 pages là, sur le thème du pardon à la fin de son dernier gros livre, qui mérite énormément d'attention, parce que là, par exemple, récemment, alors d'abord, il y a un noyau tragique chez Ricoeur qui explique cette asymétrie, et là, qui n'est pas biblique, qui est autant tragique grec que biblique, qui est mis les deux ensemble. Et puis, il y a cette idée que le pardon, Ricoeur s'intéresse à l'homme capable de parler, capable d'agir, capable de raconter, l'homme capable. Et capable de promettre. Bon. Et le pardon n'est pas dans les capacités de Ricoeur. Pourquoi? Et au début, je lui ai presque reproché, mais après il est mort, il n'a pas pu aller plus loin dans cette conversation. Et j'ai compris très récemment qu'en fait, le pardon, pour lui, c'était pas une capacité. C'était une restauration de capacité qui avait été entravée par le mal. C'est une restauration de capacité. Là encore, de nouveau, on est presque dans la prédication pentecôtiste, hein, ou chrétienne en général, évangélique, mais les pentecôtistes sont très forts là-dessus, l'idée de restauration. Il s'agit de restaurer un sujet capable. Donc, voilà, ça m'intéresse de retrouver ce truc-là chez Ricoeur. Et il y a un philosophe connu, Alain Badiou, je ne sais pas si vous connaissez Badiou, qui avait dit à Ricoeur, Badiou il est athée, maoïste, bon, il avait dit à Ricoeur, mais en fait, ce qui est chrétien chez vous, c'est l'idée que le sujet puisse être délié de ses actes, que le sujet vaut plus que ses actes. Et c'était une vraie perplexité pour Badiou, et Ricoeur a dit, ah oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que là, il y a quelque chose de chrétien, je ne sais pas. Mais bon, là, il y a un débat qui est intéressant. Deuxième partie, on rentre dans le pardon conditionnel. Ça, c'est mon paquet, si je puis dire. Mon premier paquet, en tout cas. Donc, c'est Austin, c'est toutes les conditions d'énonciation du pardon, la pragmatique du pardon, les échecs du pardon, le pardon ordinaire, revenir au monde ordinaire. Éventuellement, je m'appuierai sur une scène de Stanley Cavell commentant His Girl Friday de Hawks, un film des années 46, je crois, ou 42, 43, peut-être en pleine guerre. C'est un film très, très noir sur justement le bon. Et voilà, sur le pardon ordinaire, le pardon et la conversation. Et puis je terminerai cette deuxième partie par Hannah Arendt, qui en fait justement qui fait du pardon et de la promesse, je dirais, les conditions de l'action ordinaire. Donc ça borde l'action ordinaire. Donc il n'y a pas quelque chose. Et ça a à voir avec la justice. La troisième partie, et là on rentre réellement dans la partie anthropologique, le pardon nécessaire, et la question du tragique. Et c'est là qu'on va remonter à Hegel. Hegel, c'est un auteur qui est toujours génial, même s'il est super compliqué à lire. Hegel a tout un chapitre sur le mal et son pardon dans sa phénoménologie de l'esprit. Et donc on pourra peut-être lire ça, et ça répond au tragique, on va dire. Le tragique se termine par le pardon, et ça c'est vraiment une lecture de Loretti, là encore, comme chez Ricoeur. Et le pardon a à voir avec la vengeance. La justice, je vous donne tout de suite l'idée de base. La justice, c'est forcément, je me dessaisis au profit d'un tiers. C'est un tiers qui peut énoncer la justice. Je ne peux pas faire justice moi-même. La vengeance, c'est le refus d'accorder à un tiers le droit de me venger. Et le pardon, c'est comme la vengeance. Le pardon est aussi archaïque que la vengeance. Et de la même manière que la justice ne résorbe pas
la demande de vengeance, la vengeance anthropologique, elle est là, toujours. Il ne faut pas croire. Mais alors, heureusement, la justice, l'État sont là. En enlevant l'État et la justice, mais la société, elle explose. Là, de ce point de vue-là, je suis très hegelien, justement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de vengeance. Non, la vengeance, elle est là. Et donc, il faut continuer à travailler. Et le pardon a à voir avec, justement, cette bordure qu'on ne peut pas faire par un tiers, qu'on ne peut faire que soi-même. Voilà. On ne peut pas s'en dessaisir au profit d'un tiers. Vous voyez, là, il y a un lien très étroit entre le pardon et la vengeance. Ensuite, je vais prendre le pardon sur le thème, l'idée de la perte, parce que le mot pardon vient de perdonare, ou la bas latin du Moyen-Âge, j'ai oublié, enfin, qui a à voir avec l'idée de perte. L'idée, c'est seulement que le pardon, c'est pas seulement juste un don, c'est un pardon, c'est-à-dire on donne tout, on accepte de perdre, on accepte de. Et donc ça c'est un truc intéressant par rapport, et là il y a une connexion avec le cours que je fais demain matin sur le don, la prise, prendre, donner, recevoir, perdre et prendre. Et puis, troisième moment de ce truc anthropologique, ce serait Freud et Nietzsche, et c'est justement d'un côté face au ressentiment, de l'autre côté face à l'amnésie. On pourrait dire, en gros, Freud s'est beaucoup plus attaché à l'amnésie et au refoulement, et Nietzsche beaucoup plus au ressentiment. Et justement, qu'est-ce que c'est qu'un psychisme sain, un psychisme qui n'a pas de ressentiment? Voilà, c'est central chez Nietzsche, donc c'est une bonne introduction à Nietzsche. Et Nietzsche, là, lu par Deleuze, absolument magnifique, très très belle lecture de Nietzsche. Et puis, quatrième partie du cours, vous voyez, c'est un gros parcours qu'on va faire. C'est bourratif. La question politique, culpabilité collective, l'éthique de culpabilité collective, des pardons collectifs, les politiques de mémoire d'oubli, les conditions d'une juste mémoire. À mon avis, c'est un sujet extrêmement actuel, avec les cancel culture, avec les déboulonnages de statuts, etc. On est vraiment là-dedans. Et puis, le 11e chapitre, c'est sur le conflit des mémoires, sur le différent des mémoires, le dissensus des mémoires, et comment penser une hospitalité mutuelle des mémoires, on va dire. Comment est-ce qu'on fait place à la mémoire de l'autre dans la même société. Et puis la question de l'irréversible et de l'oubli, de l'irréparable, de briser l'amnésie, briser le ressentiment, briser, voilà. Là, je reviens sur mes trucs de départ. Je termine, en fait, avec l'idée très psychanalytique qu'il faut à la fois faire place au deuil et donc aux morts. On peut pas faire table rase du passé et des malheurs passés à coup de bulldozer en s'installant sur un présent triomphant. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Mais on ne peut pas non plus, je dirais, étouffer des nouveau-nés sous le poids du passé et du deuil. Et donc il y a une dialectique du travail de deuil et du travail de l'enfantement, du travail de l'enfance, de laisser place à l'enfance. Et ce mouvement-là, il me semble absolument essentiel. Voilà, rapidement, le parcours que je propose, et dans lequel je mobilise pour moi des moments très différents de ce que j'ai pu faire sur le... Pardon. On peut peut-être encore 2 minutes, si vous voulez bien, parce que j'ai déjà beaucoup présenter la bibliographie. Ce qui est particulier dans la bibliographie que je vous propose, alors j'ai une bibliographie qui est 3 fois plus longue, la voilà, 3 pages sur le pardon. Je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais là, il y a trop de choses. Bon, j'ai choisi, c'est une vraie sélection. Il y aurait plein d'autres choses qu'on pourrait mettre. Bon, je vais quand même vous envoyer la liste, dans laquelle, au passage, vous verrez, j'ai mis presque une dizaine de choses que j'ai faites, même plus peut-être. Je sais pas. C'est pas du tout par présomption, c'est pour... c'était un petit peu parce que justement, il y a une histoire. Pour moi, il y a une histoire de ma rencontre du thème. Et justement, alors, j'ai présenté cette bibliographie dans l'ordre chronologique et non pas dans l'ordre alphabétique. Pourquoi? Parce qu'il me semble que pour bien comprendre la construction du concept, la construction du problème, il y a quand même une chronologie, il y a quand même une histoire chronologique. C'est-à-dire, en fait, il y a des auteurs qui viennent après d'autres. Vous voyez, carrément, de manière très présomptueuse, je me suis mis avant Ricoeur. Parce que sur ce thème-là,
j'ai commencé avant lui. Et bon, on a parlé tout de suite et il a été beaucoup plus loin que moi. J'étais épouvanté quand il a fait son chapitre final de La mémoire, l'histoire de l'oubli. En 2-3 mois, j'ai vu qu'il me rattrapait, qu'il me dépassait, qu'il lisait tout et qu'il faisait une synthèse incroyable, quoi, de capacité de travail absolument prodigieuse. Mais voilà, donc j'ai mis les choses un peu dans un ordre chronologique. Voilà. Je vous explique, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que si jamais vous faites un jour un mémoire sur un sujet ou une thèse de doctorat, c'est important de regarder quand même les dates un petit peu de parution pour comprendre quelqu'un répond à quelqu'un d'autre ou s'appuie sur quelqu'un d'autre. Et parfois il ne le dit pas. C'est pas que des citations, parfois c'est justement on est occupé. Par exemple, le fait qu'on est tous après Yankelevitch, parce que Yankelevitch, et voilà, on ne le cite pas forcément, mais forcément on pense à Yankelevitch parce qu'il est le premier à avoir, en France, à avoir vraiment labouré le thème de plusieurs manières, vous allez voir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur les bibliographies. J'ai mis très peu de choses bibliques, donc si jamais vous avez envie de faire quelque chose, parce que dans le mode de validation, qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'ai mis participation par un exposé sur un des textes du parcours. Non, on pourrait dire ça plus large. Ça peut être aussi sur un... Ça peut... Ce serait mieux si j'arrivais à le placer dans le parcours, ne pas faire des trucs qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Mais d'une certaine manière, si vous, par exemple, vous prenez un texte biblique, il n'y a rien qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça a toujours, où que ça tombe, ça aura du sens, ça fera quelque chose, quoi. Donc ça ne me gêne pas. Ça... Voilà. De toute façon, on n'est pas très nombreux. Donc là, je pense que je vais proposer autre chose parce que j'ai mis validation. Oui, en fait, mon problème, c'est que le cours en ligne, EAD, il est trop lourd, je trouve, pour les étudiants en EAD. Il est trop bourratif. Et je ne suis pas là, en plus, pour répondre aux questions. Donc, ils doivent s'ingurgiter des textes. Je parle à eux. Et je trouve que c'est lourd. Et je me dis que ce serait bien de prendre chacun de ces chapitres et de le restructurer un petit peu à partir des notes de cours pour faire quelque chose de plus lisible. Voilà. Donc ça pourrait être une forme de validation, mais si j'impose ça, je ne vais pas vous demander à chacun de faire 2 chapitres, c'est quand même lourd. Mais enfin, si peu que vous fassiez, si peut-être on maintient ça, c'est peut-être pas mal comme exercice. Je n'avais pas compris. Ce que vous vouliez, c'est qu'on reprenne tous vos 12 chapitres, non, qu'on se les répare. Mon idée, c'était de prendre que chacun de vous prenne une des séances, une des 12 séances, ouais. un des 12 chapitres, Ouais. prendre le cours en EAD que je vous envoie. Et alors, c'est différent de ce que... Je reprends un parcours très très voisin. J'ai changé certains ordres. Il y a des parties qui vont tomber, des parties qui vont... Mais en gros, c'est à peu près la même chose, hein, quand même. Je m'appuie beaucoup sur ce cours. Et je me dis que certains chapitres sont trop lourds et qu'il faut arriver à les ramener à quelque chose de tant en volume que même aussi en termes d'expression. Si c'est vous